de nous rejoindre sur radiocapi.net, sur la FM, mais également Étienne. Nous allons aujourd'hui ouvrir un nouveau chapitre avec un nouvel invité dans cette émission. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays, Oui. de ces dernières années. Voilà. Et donc, pour situer les auditeurs en termes d'années, nous serons donc en 1998. C'est à partir de cette année-là que nous allons démarrer l'émission d'aujourd'hui. Mais avant cela, je pense qu'on va faire un petit pas en arrière pour prendre les événements qui se sont passés au Rwanda, avant de comprendre ce qui s'est passé en 1998. Alors, l'invité d'aujourd'hui n'est pas à présenter. Juste quand je vais donner son nom, sûrement beaucoup d'auditeurs vont se dire « Ah bon ?» Peut-être qu'ils vont se dire « Waouh !» Presque tous les Congolais vont se dire « Voilà, où est-ce que vous l'avez eu quand même? C'est parmi les grands de ce pays. » Notre invité s'appelle Vital Kamere. Monsieur Vital, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de nous recevoir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter en tant qu'acteur politique, mais plus exactement comme quelqu'un qui a vécu une partie de l'histoire du pays et qui continue d'ailleurs à la vivre. Et donc, moi, la première question qui me vient tout de suite en tête, avant que nous puissions entrer dans tous ces différents sujets que nous allons traiter avec vous tout au long de ces semaines, c'est, je suis curieuse de savoir comment vous avez fait pour rencontrer le feu président Laurent Désiré Kabila. Ah oui, ça c'est une histoire, je crois que c'est Dieu tout simplement. Moi j'étais en train de travailler avec le général Kaloumé Numbi. C'était en quelle année? Là nous sommes en 98 exactement, et 97 plutôt. Nous étions en train de travailler avec le général Kaloumé qui m'avait pris au service national et moi je lui avais dit que moi je viens au service national effectivement, mais je dois continuer à travailler comme un acteur politique, puisque pendant la Deuxième République, avant le départ de Mobutu, nous avions créé avec le professeur Lunda Bouloulou, nous avons créé avec le feu, mon patron, ministre Mouchobekwa Kalimba Wakatana, notre parti, avec les Alexis Kadima, bon, ça c'est une autre page d'histoire. Voilà. Et donc je suis arrivé, alors finalement, au début de 98, nous étions là, Willy Kalengai, qui est un journaliste que vous connaissez très bien, qui avait toujours voulu me taquiner avec des interviews dans les softs. Et puis ces jours-là, c'était la première émission, je crois d'avoir appelé ça droit à la parole, à la télévision Antenna. Il m'a invité, je suis allé, et nous devrions parler de la problématique de l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Pourquoi expliquer toute cette turbulence dans la région des Grands Lacs? Et chaque fois quand les choses se passent au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, les conflits interethniques, mais c'est les Congo qui constituent les déversoirs. Alors je suis remonté jusqu'à l'époque 1916. Et ces jours-là, comme par hasard, au corps de garde, tout le monde était en train de suivre la télévision, l'émission de Willy Kalengai. Et Mzé, qui était un homme simple, souvent il se promenait, il parlait avec ses soldats, il parlait avec les sentinelles, tout le monde. Pour lui, tout le monde était tout le monde. Et donc il a vu un attroupement, il a voulu, il dit mais qu'est-ce qui vous attire comme ça? Il est venu, il a regardé pendant 10 minutes, il a dit à Eddie Kapende, ce garçon est intelligent, je voudrais le recevoir demain. Et le lendemain, le jour où je devais aller voir Mzé, il a perdu son petit frère Georges qui était patron de l'ANR au Katanga. Donc on a dit retarder les rendez-vous avec Mzé. Et moi j'ai eu peur, mais ces messieurs me cherchent pourquoi? Puisqu'à l'époque, vous savez, quand les libérateurs sont arrivés, l'unique idée que nous avions des libérateurs, soit quand ils vous appellent, c'est pour recourir à vos services, c'est-à-dire vous récompenser. Oui, quand ils vous appellent, c'est peut-être pour vous éliminer physiquement et peut-être vous emprisonner. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'étais qu'un simple directeur de cabinet, du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, 3 mois ou 4 mois avant l'arrivée des libérateurs. Je ne me reproche rien. Ma femme, mes amis et même le ministre Kaloumé, tout le monde m'a encouragé d'aller le voir. Parce qu'il ne voulait rien dire à personne. Je suis arrivé au Palais des Marbres, j'ai rencontré Madame Nelly et dehors il y avait Yerodia, il y avait Mzé Yerodia pour respecter son âge, il y avait le vieux Mpoyo, tous ministres d'État, il y avait le général Kaloumé, mon patron de l'époque, et puis j'avais une Touaremba, j'ai vu aussi 2 autres personnes. Et puis on me dit, monsieur, c'est vous que Mzé attend, vous entrez tout de suite. J'entre, je vois quelqu'un qui sourit à haute voix, il dit, mon petit, où est-ce que vous avez appris tout ça? Je dis quoi? Je vous ai suivi à la télévision, les dates, les jours, les événements, la connaissance. Je vous nomme vice-ministre chargé des relations avec la MONUC et vous commencez le travail comme ça. Vous commencez le travail aujourd'hui. Je dis non, je ne vous crois pas. Il commence à rire. J'ai dit mais comment vous me nommez sans document? Il appelle et dit moi, les petits ici est en train de douter avec moi. Mais moi quand j'ai dit c'est ça. Je dis, mais ça, c'est à l'époque de Mobutu, sa parole était une loi. Moi, j'avais un document. Il rigole. Nous étions le 14 février, ce jour-là, je ne peux pas oublier. Et puis, après, je lui dis, mais vous m'avez nommé là. Mais vous allez me créer des problèmes, puisque ce soir même,
les gens vont venir à la maison. Je n'ai rien, je n'ai que $20 en poche. Il dit, mais c'est en fait amusant. Il dit, bon, ok Nelly, il sort de son tiroir, ce n'est pas un secret, puisque votre émission, c'est une émission de vérité. Oui. On me donne $20 000, alors que les gens pensaient qu'il me faisait sa réputation, il était radin, il ne donnait rien à personne. Il m'a donné $20 000. C'était la première fois que j'ai palpé $20 000 dans ma vie. Et je me suis dit, bon, c'est mon Dieu, je vais devenir fou. J'ai dit, ok, je vais tenter encore une petite chance. Il dit, mais vous me nommez vice-ministre. Et vous voyez un vice-ministre à pied, est-ce que c'est normal? Il se met à rire encore de nouveau. Il me dit, c'est en fait intéressant. Donnez-lui la voiture qui est là dehors, une Toyota 26, que j'ai conservée jusqu'aujourd'hui. Cette Toyota est là, c'est une pièce de musée que je vais garder aussi longtemps que je le pourrai. Voilà comme ça que j'ai rencontré Mzee. Mais là, j'ai enjambé des jours et des dates. Je suis allé directement au 14 février 2000. Oui. C'est à ce moment-là que Mzee va me nommer commissaire général du gouvernement chargé des relations avec la MONUC. Et ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma fille Lucie, le 14 février, le jour de Saint-Valentin, je ne peux pas oublier. En plus, oui. Et ce jour-là, je vais voir mon père à l'hôpital qui revenait de Bukavu parce qu'il était bloqué là-bas pendant des années de guerre. Et lui qui souffrait d'un diabète aigu et d'une hypertension très très forte, il n'avait plus ses médicaments. Il était devenu squelettique. Je l'avais fait interner au centre Lelo, ici à Kinshasa, en attente d'être transféré en Afrique du Sud pour être soigné. Mais les médecins m'ont tourné en rond parce qu'ils avaient déjà compris que cliniquement, mon père était en réalité déjà mort. Et donc mon père, quand je l'ai vu, il m'a dit, petit, tu es devenu vice-ministre. Tu vas dire merci à Laurent Désiré Kabila si parmi les 60 ou 70 millions de Congolais, je peux avoir reçu un enfant, membre du gouvernement, je suis honoré, je peux dire que j'ai rempli ma mission. Donc je peux mourir en paix. Et effectivement, 2 mois après, mon père va mourir. 1 mois et demi après, il est mort le 3 avril 2000. Enterré au cimetière de la Gombe. Voilà. Donc, avant cette émission, vous n'étiez pas en contact ou des entrées auprès du musée Laurent Désiré Kabila? Aucun contact. Au contraire, quand ils sont entrés dans la ville de Kinshasa, tu peux demander à mon ami Jean-Lycée Boussa. Dans cette émission, vous vous voyez ou vous vous tutoyez? Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, vous parlez comme on fait librement. Voilà. Très bien, ok, ça va. Moi, vous pouvez me tutoyer, moi, je n'ai pas de problème. D'accord. Et donc, vous pouvez demander à Jean-Lycée, ou tu peux demander à Jean-Lycée Boussa, il va te dire. Puisque lui, à ce moment-là, était directeur des finances au niveau de la présidence et de la République. Moi, j'étais directeur de cabinet au niveau des ministères de l'enseignement supérieur universitaire, mais on vient de nous remanier le dernier gouvernement Kengo Adondo, qui avait été remplacé par le gouvernement Likoulia. Alors, on nous considérait tous comme des Mobutistes, il faut les reconnaître. Même si nous, on ne voyait pas Mobutu, on disait, bon, ces gens, ils ont géré la Deuxième République, ils ont mal géré, il fallait se cacher. Parce que les libérateurs sont venus, et apparemment, avec la politique de ôte-toi de là que je m'y mette. Okay. Donc, je n'avais jamais vu Mzee et je ne voulais pas les voir, au contraire, j'ai fouillé. Mais le général Kaloumé, je l'ai rencontré comment? Il était en train de présenter son projet de service national à la télévision. Et j'étais assis avec mon ami Kadjouba, paix à son âme, il est mort dans la guerre de Bazangongo, la guerre de 98. Et j'ai dit, mais je vois là un général intelligent et tout, mais son projet qu'il développe, il y a un aspect, 2 ou 3 aspects que je pourrais compléter comme je fais l'économie rurale. Il m'a amené chez le général Kaloumé, on a discuté, c'était le 24 décembre 1998, donc je n'oublierai pas cette date-là. 97, Kaloumé me dit, monsieur, je vous prends comme consultant, vous êtes intelligent. 2 semaines après, me nomme directeur des ressources humaines. 1 semaine après, me donne directeur administratif et financier. Et voilà, nous allons partir à Kanyama-Kassese pour former les jeunes. Et finalement, voilà. Et donc, ce n'est pas nécessairement lui qui m'a présenté chez Mzee, mais dire qu'il n'a rien fait, c'est aussi mentir, parce qu'il a apporté aussi son témoignage. Et nous nous retrouvons pour poursuivre cette émission Zigzag sur Radio Kapi. La page d'histoire se poursuit avec notre invité, M. Vital Kamerhe. Vous nous avez raconté le chapitre lié à votre rencontre avec le feu président Laurent Désiré Kabila. J'aimerais que l'on puisse évoquer un autre aspect. Nous sommes toujours en 1998. 98, pardon. À cette période-là, c'était quoi l'atmosphère dans le pays en général? Est-ce qu'il y avait la paix? Est-ce qu'il y avait des troubles qui avaient commencé? D'une manière générale, comment ça se passait? Disons, je crois que la joie, l'euphorie que nous avions ressentie et que le peuple congolais avait ressenti à l'entrée des troupes de libération, image à l'appui, vous avez vu comment ces jeunes soldats avec des bottes en caoutchouc étaient applaudis dans la ville de Kinshasa. Ils transportaient des munitions, des armes et tout. Tout le monde a dit, mais comment la DSP a pu capituler devant ces gens? Et c'est après que nous comprendrons que les militaires de Mobutu n'étaient pas nécessairement faibles. Mais ils étaient en rupture avec leurs chefs. Et les chefs ne savaient pas, et surtout les généraux ne savaient pas que les soldats des troupes, eux,
avaient déjà décidé de rompre avec la dictature. C'est comme ça qu'ils ont laissé passer les libérateurs, et là, ils avaient commis une erreur. Parce qu'ils étaient convaincus que M. Laurent Désiré Kabila est venu seul pour libérer le Congo. Et M. lui-même s'est trompé. Il croyait qu'il va être plus malin que les Rwandais. Donc nous avions une guerre avec des agendas. M. Laurent Désiré Kabila dit, bon, à malin et demi. Moi, je vais utiliser les Rwandais et les Ougandais. Quand je vais arriver à Kinshasa, je sais comment je vais faire pour m'en débarrasser. Et nous sommes donc en 98. Nous arrivons dans un climat et je dirais un environnement de ni paix ni guerre, mais on sent quand même l'odeur de la poudre, puisque à ce moment-là, vous sentez que Massassou n'est plus conseiller spécial. À ce moment-là, vous voyez qu'on commence à faire des petits remaniements. On nomme un nouveau directeur du cabinet de chef de l'État. Il y a des petites mises en place, ça et là, qui préfigurent déjà un grand changement au niveau de la direction du pays. Et c'est à ce moment-là que finalement, M. Laurent Désiré Kabila, parce que le peuple congolais excédait. Parce que le peuple congolais s'était dit, nous en avions déjà marre avec les Mobutistes. Maintenant, vous venez vous occuper non seulement de leur maison, vous prenez leur voiture, vous nagez dans leur piscine. Mais vous ne nous laissez pas tranquilles, ce que les Mobutistes ne nous faisaient pas. Vous venez à la cité, nous violer les droits de l'homme. Les gens ont mis Musée devant ses responsabilités. Ou c'est le peuple congolais, ou c'est vos alliés du Rwanda et de l'Ouganda. Et en bon patriote, M. Laurent Désiré Kabila n'a pas eu de difficultés pour faire son choix. Donc, le 27 juillet 1998, puisque vous parlez de cette période-là, le ministre Mwenze a été instruit par Musée, et nous étions tous surpris, moi j'étais au service national à ce moment-là, de le voir à la télévision lire un communiqué mettant fin à la coopération militaire entre la République démocratique du Congo, d'un côté, et le Rwanda, de l'autre côté, l'Ouganda et le Congo. Et avec injonction au général Kifwa, paix à son âme, de convoyer les officiers rwandais dans un avion de Congo Airlines dans leurs capitales respectives, Rwandais et Ougandais. Et il l'avait fait. Et s'il y avait une facture à payer, d'après ce que nous avions entendu, il fallait payer la facture. Mais Musée avait dit, Béchier, vous m'avez aidé pour faire la guerre. Maintenant, je voudrais gérer le Congo avec les Congolais, en respectant l'indépendance, la souveraineté de mon pays, pour respecter ainsi le serment de Patrice Emery Lumumba. Et là, je vais appeler le général Kaloumé, le 28, pour lui dire, mon général, vous êtes à Kanyama. Mais je viens de suivre un communiqué à la radio et à la télévision. Est-ce que M. Laurent Désiré Kabila et les autorités du pays ont pris les précautions de sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo? Puisque c'est que nous savions à ce moment-là, il y avait un mélange des militaires qui sont venus nous aider et des Congolais. Et nous nous disons, maintenant, quand vous demandez à James Kabarebe de partir avec ses officiers et les autres, mais comment vous allez réaliser effectivement que tous sont partis? Mais s'ils sont en colère, ils connaissent déjà notre dispositif militaire, parce qu'ils sont très intelligents. En arrivant à Kinshasa, ils ont monté un truc qui a marché. C'est de dire à Mzé que vous ne pouvez pas rester et vous mélangez avec des ex-phases, les officiers ex-phases et les généraux qui sont des voleurs, d'après eux, qui ont tué, qui sont des tortionnaires. Il faut d'abord les envoyer subir une cure psychologique de formation patriotique à Kitona. On va prendre nos généraux, nos officiers de valeur, formés dans des grandes écoles, on va les amener à Kitona. Ça signifie que le Rwanda avait déjà une politique de défaire au feu. Là où M. Laurent Désiré Kabila croyait le prendre, et ils avaient déjà brisé les dispositifs de défense. Et ils savaient très bien qu'en les envoyant à Kitona, ils vont priver à ces officiers à manger les conforts nécessaires et ils diront à ces officiers que c'est Musée qui vous maltraite. Et qu'est-ce qui va se passer naturellement? Les 27, on renvoie les Rwandais et les Ougandais chez eux. Mais les 2 août, c'est-à-dire 5 jours après, mais nous les avons dans le même avion de Congo Airlines qui quitte Goma pour une direction inconnue, mais d'après la tour de contrôle qui avait alerté le ministre Gaïta de Kakouji de l'Intérieur, paix à son âme, il dit la direction, ça sera peut-être Mbandaka, ça sera peut-être Bandundu, peut-être Matadi, peut-être Boma. Vous qui êtes militaires et les autres là-bas, essayez de voir s'il y a une piste là-bas, essayez déjà de bloquer toutes les pistes, puisque ces gens, ils viennent, ils ne sont pas seuls, ils sont avec quelques militaires. Alors on a négligé l'affaire jusqu'au moment où finalement on va demander à Kabengele,
qui était commandant de Bas-Congo, mais l'homme de James Kabarebe, d'aller rapidement à Kitona pour prévenir les militaires que les agresseurs sont en route et mettre les fusils sur la piste pour qu'ils n'atterrissent pas. Mais Kabengele, au lieu de faire ceci, quand il arrive à Kitona, il dit, bon, écoutez, il y a un avion qui arrive, vous voyez comment Mouzé vous a fait souffrir, cet avion amène votre solde, il va atterrir, et je vous demande tous de les accueillir. Et quand l'avion atterrit, finalement, les ex-phases et le Rwanda n'avaient pas besoin de troupes. Ils n'avaient qu'à prendre ce qui était à Kitona, dans un premier temps, pour commencer à progresser vers Kinshasa. L'RCD a été créé 10 jours après, le 12 août 1998. On ne peut pas lui attribuer la paternité ni guerre antérieure à son existence. L'MLC a été créé 2 mois après. MLC ne peut pas aussi revendiquer cette guerre. Donc voilà ce qui s'est passé réellement. Et donc, quand nous évoquons ceci, que nos amis du Rwanda, de l'Ouganda nous suivent, ou du Congo, c'est pour que tous ensemble, Rwandais, Congolais et Ougandais, nous évitions de commettre les mêmes erreurs, de jouer au chat et à la souris. Et quand nous devons collaborer et coopérer désormais, que nous puissions nous dire la vérité. Vous voulez m'aider pour quel intérêt? Moi, je vais vous aider pour quel intérêt? Et nous allons examiner ensemble, en tant qu'homme respectable, si c'est que vous me dites cadre avec mes convictions, je vous dirai oui. Mais si c'est sans cela, je vous dirai non. Et moi, je crois que de part et d'autre, il y a faute. Du côté de M. Laurent Désiré Kabila et ses amis, ils se sont embarqués dans une aventure sans issue, en croyant faire le malin. Du côté du Rwanda et de l'Ouganda, il y a faute aussi, et même péché, d'avoir fait croire à M. Laurent Désiré Kabila que nous allons vous aider pour faire partie de Mobutu, alors qu'ils avaient un deuxième agenda à eux, qui était non seulement celui de venir vraiment avoir la même mise sur les institutions de la République démocratique du Congo, mais aussi éradiquer les ex-phares interim, aussi le territoire congolais. Mais une année après la nomination de James Kabarebe, on pouvait poser la question de savoir où est le bilan. Puisqu'à ce moment-là, vous étiez chef d'état-major général de l'armée de la République démocratique du Congo. Territoire sur lequel se trouvent les ex-phares interamoués. Donnez-nous le bilan. Il est où? Et après, l'agression a duré le temps que ça a duré. Dieu seul sait si l'agression a pris fin. Maintenant, on peut encore demander le bilan avec l'RCD. Où sont les interamoués que vous avez capturés avec l'RCD? On peut poser la même question à l'Ouganda. Où sont les Nalou et les RADF Nalou et la LRA que vous avez capturés avec les MLC? Donc, vous voyez, l'histoire nous rattrape toujours. Et maintenant, on peut encore reposer la question avec les CNDP. Dites-nous, où sont les ex-phares interamoués? On peut ajouter avec les M23, où sont les ex-phares interamoués? C'est pourquoi j'ai dit, la seule conduite qui vaille la peine maintenant, et qui serait dans l'intérêt de toute la région, c'est de rompre la spirale de la belligérance et de la guerre. Je crois qu'à travers une coopération régionale bien réfléchie, le Rwanda, l'Ouganda, le Congo et tous les 9 voisins du Congo, nous pouvons construire un espace qui fera rêver le monde entier. Voilà, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Au lieu de réfléchir comment le Congo, qui est naturellement le noyau intégrateur, qui est la locomotive de cet espace de l'Afrique subsaharienne, comment nous pouvons tous ensemble faire pour que cet éléphant qui aujourd'hui est couché puisse s'élever et quand il marche, il va marcher avec les 9 voisins. Pas seulement 9 voisins va rayonner puisque connecté sur l'Afrique du Sud et sur Lagos, c'est toute l'Afrique noire qui va relever la tête. Voilà les rendez-vous que nous devons nous donner avec l'espérance, comme le Brésil l'a fait maintenant, comme la Chine l'a fait la décennie dernière. Donc cette décennie, c'est une décennie normalement africaine. Est-ce que nous sommes en train de rater le rendez-vous avec l'histoire? Point d'interrogation. Alors, Président Kamere, nous sommes en pleine guerre. Maintenant, il faut chercher les voies et moyens pour retrouver la paix. Mais il y a tout un processus qui s'engage, des négociations par-ci, par-là. Vous avez pris part à toutes ces négociations. Nous voulons que vous puissiez nous retracer le grand moment de cette époque-là. On ne peut pas parler des grands moments de cette époque-là sans relever un fait important, qui est le fait déclencheur. Okay. C'est le 7 juin 1994 avec le génocide au Rwanda. Le Congo, alors qu'il y avait 3 missions des Nations Unies à Kigali. On avait la Minoire, on avait la turquoise et puis il y avait notre mission, le nom m'échappe. Le Congo va accueillir sur son sol au nom du droit humanitaire et à la demande de la communauté internationale des millions de réfugiés rwandais, parmi lesquels malheureusement les ex-phares interamoués. Là, la communauté internationale aurait dû, en application du droit international, désarmer les militaires pour qu'ils n'entrent pas sur le sol étranger d'asile et d'accueil avec armes et munitions. Là, il y a une faute grave au niveau de la communauté internationale. Si je comprends bien, c'était des réfugiés militaires et non civils. Il y avait les militaires mélangés aux civils.
Il fallait séparer, la deuxième chose, il fallait séparer les civils des militaires pour que les civils soient pris en charge par les HCR et pour que les militaires soient pris en charge par l'organisme spécialisé des Nations Unies en matière de prisonniers de guerre. Mais tout le monde s'est rebiffé. Les HCR a dit non, moi c'est les réfugiés civils. Et les autres ont dit non, moi c'est les prisonniers de guerre. Le Congo n'est pas en guerre avec les Rwandais, les aides de l'époque. De ces gens n'ont pas de définition, ce sont des fouillards. Ils ne sont ni prisonniers de guerre, alors qu'ils sont nuisibles. Et là, nous allons vivre un spectacle terrible avec les aides de l'époque. Tout est parti de là. Donc la mauvaise graine était déjà sémée à ce moment-là. Vous pouvez demander aux populations de Bukavu et de Goma, ces populations vont vous relater les faits, grandeur nature. Parce que nos militaires, nos généraux, nos colonels, nos majors de l'époque d'Isaïr, au lieu de voir les dangers venir, mais ils ont dit ça c'est notre loto, nous avons de la chance. Ils ont fait ce qu'on appelait finalement l'opération turquoise à la zaïroise. Racheter à bas prix les véhicules des fouillards du Rwanda, racheter leurs armes pour revendre. Ils étaient devenus et à la fois marchands de véhicules et marchands des armes. Donc ils ont oublié leur mission de défendre le territoire national. Ils étaient distraits. Pendant ce temps, les autres se sont préparés pour venir nous attaquer. Donc le 2 août 1998, effectivement, la guerre va commencer. La guerre commence, et vous le savez très bien, que c'est à ce moment-là, finalement, et moi je vais vous dire peut-être les à côté. Avant le 2 août, quand la guerre commence, M. Laurent Désiré Kabila va appeler le général Kaloumé. Il va appeler le général Joseph Kabila. Il voulait dans un premier temps confier le poste de chef d'état-major général au général Kaloumé et le poste de commandant des opérations, c'est-à-dire son adjoint, Joseph Kabila. Le général Kaloumé, très sage, il a dit non. Le général-major Joseph Kabila connaît très bien les Kadogo et les militaires libérateurs. Moi, je suis un ex-phase. Vous savez qu'en matière de commandement, ça ne va pas passer. Moi, ça ne me génère pas que le jeune soit chef d'état-major général et moi que je sois adjoint chargé des opérations militaires. Mais souvenez-vous, je vous avais dit qu'à ce moment-là, nous étions au service national. Le soir, nous sommes chez le général Kaloumé. Souvenez-vous d'un soir où on avait coupé l'électricité parce que Inga venait de tomber. Le général Kaloumé demande, puisque notre cabinet était mixte. Le colonel Kitenge était le directeur de cabinet. Le colonel aujourd'hui qui est commandant région militaire dans le Bas-Congo était chef de la logistique. Nous avions un autre colonel qui était chef de notre département. Bref, il y avait beaucoup de colonels. Maintenant, le général se retourne vers les militaires. Monsieur, je voudrais que vous m'accompagniez puisque nous allons établir notre quartier général à l'aéroport d'Indjili qui risque de tomber pour défendre la capitale. Bon, chacun a prétexté d'être malade, de ceci ou de cela. Tropés sont venus à l'aéroport. Mais moi, je vais lever mon doigt pour écouter, mon général, il ne faut pas me sous-estimer. La petite formation que j'ai suivie à Kanyamaka CC, je ne vais pas nécessairement prendre l'arme, mais je pourrais quand même être à vos côtés, ne fût-ce que pour vous remonter psychologiquement le moral, puisque moi je ne me sentirais pas à l'aise chez moi à la maison pendant que la ville est en train de tomber. Il va accepter et nous allons y aller avec mon ami de l'époque, le général Etumba, aujourd'hui, qui est le chef d'état-major général de notre armée, qui était à ce moment-là directeur de cabinet du chef d'état-major des renseignements militaires, le général Kabulo. Et on va se retrouver là-bas. Et le général Joseph Kabila, c'est à ce moment-là que je vais faire sa connaissance. Je ne veux pas dire qu'il m'a parlé longuement. On me l'a présenté, je l'ai vu, un monsieur qui ne parlait pas beaucoup. Et qui lui-même, après des jours de la défense de la capitale, il voulait rentrer à la maison pour se rafraîchir un peu. Au retour, les Zimbabwéens qui étaient déjà là, puisque nous étions partis avec lui pour aller négocier l'arrivée des Zimbabwéens. C'est là les suites du processus. C'est le 8 août 1998, exactement, à Victoria Falls. Les chefs d'État étaient là. Ils ont décidé que tout membre de la SADC qui est prêt, conformément à la charte, puisse aller aider le Congo. Parce qu'on avait envoyé des avions de chasse. Parce que le Rwanda était en train de nier et l'Ouganda. On a envoyé les avions de chasse pendant que nous étions là. Et c'est, je crois, le chef d'état-major général tanzanien qui était entré dans cet avion avec les Sud-Africains et d'autres pour aller survoler la ville de Goma, de Kisangani et de Bukavu. Mais quand ils sont revenus, ils étaient catégoriques. Ils avaient dit qu'il y a la présence de troupes rwandaises et ougandaises sur le territoire congolais. Donc il y a agression. Et donc la SADC doit appliquer sa charte. C'est comme ça que l'Angola, la Namibie et les Zimbabwe ont accepté de venir au chevet du Congo, qui était en train de perdre sa capitale. Et donc, quand nous rentrons à Kinshasa, la capitale est défendue, puisque les Zimbabwe ont le temps de remonter leurs hélicoptères. L'Angola a pris les troupes rwandaises du dos,
en venant du côté de Mwanda. Et puis finalement, ils étaient en tenaille. Et on apprendra même qu'on a failli capturer le général Kabarebe. Finalement, on a organisé sa sortie pour qu'il parte. Vous savez, en matière de guerre, il y a toujours des conventions qui ne sont pas écrites. Mais nous avons eu la capitale sauvée grâce à ces troupes angolaises, namibiennes et zimbabwéennes. Mais la question se pose, Monsieur Vital Kamerhe, en ce moment-là même, alors que la capitale, il y avait, on va dire, combat en pleine capitale. Au niveau du gouvernement, des décideurs, c'était quoi l'atmosphère? Comment ils ont... La panique générale. Mais je ne vais pas vous dire, puisque à un moment donné, car nous avions compris que la présence de Mzee Laurent Désiré Kabila à Kinshasa nous perturbait dans les opérations militaires à l'aéroport. Malignement, on va conseiller à Mzee Laurent Désiré Kabila de partir à Lubumbashi pour que nous restions seuls à Kinshasa à défendre la capitale, avec Mbouta Yerodia, avec des gens courageux comme Didier Moumengi. Au niveau du gouvernement, je peux citer quelques noms. Mais les autres membres du gouvernement ont préféré suivre Mzee à Lubumbashi, théoriquement par amour, mais en réalité, ils avaient peur, ils voyaient déjà la capitale partir. Et donc, nous étions à l'aéroport d'Ndjili, il y avait quand même panique à bord. Et nous étions sereins, puisqu'à un moment donné, le général Kaloumé était porté disparu dans le Kabadara. Il était encerclé par... Les forces ennemies sont arrivées à l'aéroport d'Ndjili, il ne faut pas jouer avec cette affaire. Et vous savez, je vais vous étonner, parmi les militaires les plus courageux que moi j'avais vus, et je dois témoigner, c'est l'histoire, n'en déplaise à ceux qui voudront déformer, mais moi j'ai vécu ça. J'ai vu nos militaires d'étaler, revenir vers nous. Le seul qui est resté avec quelques troupes pour sauver la piste, le bout de la piste, c'est Eric Lengue. Ça vous étonne, hein? C'est Eric Lengue qui a fomenté par après, qui a voulu fomenter par après le coup d'État. Et voilà, donc c'est Eric Lengue. Et le seul qui a pris le risque aussi d'aller au contact avec les agresseurs, c'était le général Kaloumé, finalement, qui s'est retrouvé enfermé, encerclé, et il va être sauvé grâce aux Zimbabwéens. Donc il y a eu quand même panique à bord. Nous devons aussi féliciter la population des communes de Kimbaseke, de Massina et de Ndjili qui avaient aidé nos militaires, puisque quand les libérateurs qui ont marché des kilomètres et des kilomètres à pied, quand ils arrivaient, d'abord perdus, ils ne savaient pas le nord c'est où, le sud c'est où, se retrouvaient entre les mains des jeunes gens bien entraînés en karaté et toutes sortes des arts martiaux, mais ils ramassaient ces gens, les désarmés, ils aidaient nos militaires. Et avec l'appui des forces de la SADC, la capitale a été sauvée. Mais il y a eu des grabiges, il y a eu des choses que nous n'avons pas approuvées, notamment quand il y a eu lynchage des gens, la morphologie rwandaise. Ça sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Que quelqu'un soit rwandais, qu'il soit rwandophone ou qu'il ait un visage de Rwandais, il n'a rien à voir avec l'agression nécessairement. Donc nous devrions respecter, et au niveau du gouvernement, la communication devait être faite de telle sorte qu'il n'y ait pas ce genre de bavures, puisqu'il y a des Bayombe, malheureusement, souvent pour la plupart des filles Bayombe, qui ressemblent aux Rwandaises, la tendresse des Rwandaises comme on dit. Et il y en a beaucoup qui ont pleuré ici. Non, avant de s'expliquer à Kiyombe qu'elle avait refusé de parler au bas âge, elle devait se rappeler très vite que je suis Mouyombe, quelques mots rapidement pour se laisser passer. Ah oui, mais ils ont failli passer. Même vous, en vous regardant, là, vous pouvez avoir des problèmes à l'époque. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un problème. Donc, nous devons savoir que gouverner, c'est aussi prendre des responsabilités. Ce n'est pas nécessairement monter la population contre une autre faction de la population. Et je ne cesse de le dire, tant qu'on ne fera pas la différence entre les agresseurs, qui se comptaient parmi les politiciens, et les militaires, et les autres rwandophones qui faisaient leurs affaires ici à Kinshasa ou d'autres qui étudiaient. Moi, j'ai connu des amis ici qui sont nés à Bandalungwa, qui n'avaient jamais quitté Kinshasa. Je suis seulement ces jours-là que ces gens-là étaient des souches rwandophones. Ce sont des choses que nous ne connaissait pas à l'époque de Mobutu. On nous a amené des terminologies ségrégationnistes qui sont très dangereuses jusqu'à ce jour et qui portent leur germe et leur venin. Et donc nous devons avoir le courage de les dénoncer et de dire nous sommes contre l'agression et nous disons au président Paul Kagame et au président Yoweri Museveni que le Congo n'a jamais agressé le Rwanda, il n'a jamais agressé l'Ouganda et nous voulons donc que vous puissiez respecter les limites de nos frontières et que nous puissions avoir une coopération gagnant-gagnant. Chacun dans les limites de son territoire. Et si vous voulez faire les affaires chez l'autre, comme je l'ai dit souvent, quand j'arrive à Goma et à Bukavu, les voisins peuvent venir toquer chez vous pour demander un peu de farine de manioc.
Mais vous pouvez aussi à votre tour aller toquer chez lui pour demander du sel ou de l'huile. C'est comme ça que les voisins vivent. Pas s'introduire par la fenêtre. Ça, nous disons non. À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade. Vous êtes à l'aéroport d'Ndjili, c'est là où se déroulent les opérations. Est-ce que vous n'avez pas regretté que non, comment je me retrouve ici, puisqu'on ne sait jamais? C'est là que j'ai compris dans quel esprit se trouvent les militaires quand ils sont au front. J'ai compris que c'est souvent nous qui restons, soi-disant à l'abri, qui avons plus peur de la guerre que les gens qui sont au front. Mais j'ai vu la capitale tomber, il y a des balles même qui sont passées à côté de moi. Moi-même, quand je suis allé me soulager la nuit, comme j'étais en tenue civile, les Zimbabwéens qui ne parlaient qu'anglais ont failli me descendre, puisqu'ils croyaient que je suis rebelle. Rebelle. Je dis non, écoutez, monsieur, moi, je ne suis pas rebelle, je suis conseiller du général Kalou. Me dit, mais alors, dans ce qu'il faut mettre la tenue militaire. C'était pour la première fois que je mettais la tenue militaire. Donc, vous voyez que ce n'était pas facile. Et je me rappelle, la première fois que je suis rentré à la maison pour aussi me laver, et mon ami Jean-Lycée Boussa m'a accompagné à l'aéroport. Et au niveau des marchés Bitabe, puisque le général m'a appelé, il dit non, la réunion va commencer, il faut faire vite. J'ai roulé à vive allure avec ma Mercedes à l'époque, une 260 SE. Mais j'ai ramassé un petit à ce niveau-là. J'avais cru que le petit était mort. Je suis allé au commissariat me rendre. Il dit comment? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, j'ai tué un enfant au niveau de Pascal et au niveau de Bitabe. Ils sont Bitabe, je crois Pascal, quelque chose comme ça. Ils sont allés voir. Il dit non, c'est un petit Chégué. Quand vous l'avez cogné avec votre voiture, il est tombé sur la terre ferme et il s'est relevé, il est parti, mais on l'a forcé d'aller à l'hôpital Roi-Baudouin. Je suis allé à l'hôpital, j'ai trouvé le petit en train de manger le pain et du coca. J'ai dit non, on doit faire l'examen à ce petit. Il dit non, il va bien. Alors j'ai dit petit, finalement le petit, comme j'ai voulu sortir un peu d'argent, tout d'un coup, lui qui était un Chégué, un enfant de la rue, il a eu beaucoup d'oncles, de tantes. Non, c'est mon neveu, c'est mon oncle. Bon, enfin, le petit a dit non, non. Le petit, je lui ai donné un peu d'argent. Mais malheureusement pour lui, j'ai demandé au médecin à la porte, il faut le prendre, l'interner, l'examiner. Ce petit peut avoir fait une hémorragie interne sans qu'on le sache. Mais après, il a eu sa liberté. Nous sommes arrivés à l'aéroport et on a fait la réunion d'évaluation. On a voulu savoir finalement la guerre se trouve de quel côté. Les Rwandais ont transporté la guerre maintenant à l'est de la République démocratique du Congo. C'est comme ça, quelques jours après, qu'on va entendre à travers les antennes, puisqu'il fallait maintenant diplomatiquement et politiquement couvrir cette agression, ils vont créer les RCD. Et nous allons voir, tiens, Bizi Makara, qui était parti pour se faire soigner, il avait dit à Mouzé qu'il avait mal, ou un autre qui était parti pour un mariage à Goma. Il y a eu tout un tas d'alibis dont Mouzé ne comprenait pas que les rats étaient en train de quitter les navires, les gens étaient en train de partir, et donc il n'avait pas encore compris. Et il est surpris d'apprendre, ah tiens, tel, il est rebelle, tiens, mais tel autre, mon petit là aussi, oh non, lui aussi, mais tel petit que j'aime beaucoup, lui aussi. Et il dit, c'est pas possible, mais je suis trahi par tout le monde. Alors, et voilà, l'RCD va naître, et on va avoir Émilie Lunga, je crois, dès le départ. Et ces gens, ils sont toujours, la machine est toujours en train de travailler. Hein. Du côté du Congo, je me demande, est-ce que nous réfléchissons comme les amis réfléchissent de leur côté? Mais regardez très bien, ils mettent Émile Ilunga. Pourquoi? Il est du Nord Katanga, comme disait Laurent Désiré Kabila. Donc, on prend un frère contre un autre frère. Maintenant, quand les combats se déplacent, commencent à s'approcher du côté du Maniema, ils prennent Alexis Tambwe Mwamba comme porte-parole. Il dit, bon, on va mettre un type du Maniema, comme ça, ça va aller. Mais quand les combats approchent du côté de Sankouro, il dit non, non, c'est depuis Alexis Tambwe Mwamba, c'est Mende au Malanga. Ça, vous avez oublié que Mende était porte-parole aussi du RCD. Ah, mais quand les combats arrivent au Nord Katanga, il dit non, 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 maintenant c'est Lunda Bouloulou. C'est ton tour encore, monsieur. Tu prends aussi. Et donc, quand les combats viennent du côté du Bas-Congo, non, c'est Wamba Diawamba. Donc, oui, ce sont des gens, ils réfléchissent. Et quand on doit envahir l'Équateur, oh non, non, on crée les MLC avec Jean-Pierre Bemba. Comme ça, la rébellion a une couleur locale. Plus jamais ça, puisque les M23, c'est la même chose. On procède avec les gens qui sont sur place,
on y infiltre quelques militaires étrangers et la rébellion a un visage congolais et vous vous laissez tous prendre au piège, sauf les ressortissants du Nord, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Nord Katanga. Parce que de ce côté-là, on s'est fait la différence. Vous pouvez raconter votre vie, nous savons qui est né ici, qui a grandi où. Et nous avons tout demandé à nos frères. Évitez qu'on vienne vous salir en vous utilisant ou en utilisant votre organisation ethnique pour infiltrer la République. Voilà tous les combats. Aujourd'hui, au Sud Kivu, je peux dire que l'objectif est presque atteint à 90%, puisqu'il fut un temps où les Fulero, les Bembe, les Ubwari et les Vira parlaient avec les Banyamulenge des hauts plateaux. C'était une question taboue. Mais aujourd'hui, Bitakwira et Rubero peuvent échanger. Moïse Nyarugabo et moi, nous pouvons échanger. Nous pouvons échanger. On a vu Miller est rentré. Donc, c'est cela que nous voulons. Mais pourvu que nous travaillions tous et regardions tous dans la même direction, c'est-à-dire l'intérêt du peuple congolais. Comme nous avions toujours vécu depuis la nuit des temps, et on est venu nous diviser pour mieux régner sur nous. Voilà, c'est à nous de comprendre. Bon après-midi à vous tous et bienvenue sur Radio Kapi. Nous poursuivons notre émission Zigzag, la page d'histoire avec notre invité, Monsieur Vital Kamerhe. Nous poursuivons donc ce chapitre lié à tous ces conflits que les Congolais, pour la plupart du moins, qui étaient ici en RDC, ont pu vivre en 1998. Mais moi, il y a quand même une question que je commence à me poser. Par rapport à ce que vous avez dit, le président à l'époque se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à quitter le navire. Est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie qui avait été rapidement mise en place de telle sorte de pouvoir commencer à détecter qui était avec ou qui n'était pas avec le gouvernement en place? C'est là que les choses ont failli déraper, puisque la suspicion était à son comble. Et chacun devait surveiller ses faits et gestes et paroles, puisque tout le monde était devenu suspect tout d'un coup. Il ne fallait pas téléphoner à un tel, il ne fallait pas fréquenter un tel, on vous voit parler à telle personne, vous avez des problèmes, vous devez vous justifier. Je peux vous dire quelques anecdotes, parce que finalement, à Victoria Falls, le 8 août 1998, il y a eu des grandes décisions. La première décision, c'était d'instituer le président Chiluba de la Zambie de l'époque comme médiateur, avec comme objectif d'obtenir un accord de cessez-le-feu entre les belligérants. Ça, c'est le chapitre accord que vous évoquez là. Oui, mais ça, c'est le début. D'accord. Alors, la deuxième décision qui est prise là-bas, c'est de dire qu'il faut absolument que les pays, que les peuples puissent aider les Congo. Maintenant, on va commencer le processus de Lusaka. Mais ça commence où? Ça ne commence pas directement à Lusaka. Ça commence comment et en quelle année? Ça commence le 23 octobre 1998, mais à Addis Abeba. Parce que les chefs d'état-major généraux et les ministres de la Défense avaient déjà élaboré un petit draft, un pré-accord de cessez-le-feu. C'est celui-là qu'on va nous ramener, et moi j'étais parti à cette réunion d'Addis Abeba, c'est celui-là qu'on va nous ramener au mois de décembre à Lusaka. Et là, il va se passer des événements malheureux. Lesquels? Quand nous arrivons d'abord, le premier contact avec nos anciens ministres, là on va trouver Bizi Makara, en train de frimer dans le couloir de Plaza Hotel. On va trouver M. Moudumbi qui était chef de la DGM. On va trouver Léon Dekane qui était ici. Mais on va trouver tout un tas de gens. Et vous me connaissez très bien, mais j'ai commencé à taquiner un à un. J'ai dit, mais vous là-bas, vous vous prenez vraiment au sérieux? Vous pensez que vous êtes venu vraiment pour libérer de nouveau le Congo, ou bien vous êtes en train de trahir le Congo? Et nous considérons nous comme des traîtres, et nous le considérions comme des traîtres. Au début, c'est dire bonjour, c'était tout un problème. L'ANR, vous regardez, vous allez saluer un rebelle, il y a un rapport qui est fait sur vous le jour même et le soir même, vous avez des problèmes. Mais finalement, comme le syndrome de Stockholm, quand on vous enferme ensemble, même avec quelqu'un qui vous a violé, ou qui a tué votre enfant, si on vous laisse ensemble pendant une année, vous finissez par devenir des amis, puisque chacun aura besoin de parler à quelqu'un. Finalement, les gens n'ont pas compris. Mais ces Congolais, la ville d'Ouvira vient de tomber, mais ils sont en train de rire ici. Qu'est-ce qui se passe? Badolite vient de tomber, mais les Congolais se parlent ici. Donc c'est une histoire qui a dépassé l'entendement de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on va nous désigner Ibrahima Fall, le Sénégalais, qui était secrétaire général adjoint des Nations Unies, sous-secrétaire général adjoint. On va nous désigner, et au début nous étions d'abord avec Nelson Mandela lui-même,
qui avait piloté le processus au début. Et je me souviens encore de sa dernière réunion, au dernier sommet, j'ai eu la chance d'y participer. Vous avez refusé de partir. Il nous avait délégué Yerodi Abdoulaye Ndombassi, Jean-Charles Lokoto, Moïse Kongolo, Kaloume Numbi, moi-même et Etumba pour aller le représenter. Et ces jours-là, j'ai salué la culture congolaise. Puisque quand Mandela a fini, il a dit même si on n'a pas mis fin à la guerre, je vais demander à la délégation congolaise qu'on puisse nous balancer la chanson Loi de Kofi Olomide et que nous dansions tous le ndombolo. C'est là que je vais regarder le vieil héros, il a dit le vieil Koui. Il dit, vous voyez, quand on vous demande d'apprendre quelque part de danse au pays, vous nous prenez pour des bandits. Maintenant, vous allez voir que nous allons sauver quand même le meuble de la République. Et quand les ministres zimbabwéens, quand le président Mandela et les Sud-Africains ont commencé à danser, mais nous devrions nous cacher parce qu'ils dansaient mieux notre danse que nous-mêmes. Wow. Voilà, donc ça c'était juste pour amuser vos auditeurs. Voilà. Donc c'est pour dire que finalement, nous avons eu un autre événement, c'est celui d'identifier qui étaient les belligérants. Mais ça nous a pris beaucoup de mois. Puisque les Rwandais et les Ougandais disaient, nous ne sommes pas chez vous. Finalement, le président Museveni a dit, bon, écoutez, moi je reconnais que je suis là, mais je ne suis qu'au niveau de la frontière pour sécuriser mon pays. Je suis du côté de l'Ituri, mais c'est pour sécuriser mon pays contre la LRA, contre les ADF Nalu et tout simplement. Mais quelle était la stratégie justement pour les déceler? Il fallait continuer les combats diplomatiques et ce n'était pas facile. Nous avions tout le monde contre nous. Y compris, je ne peux pas avoir peur de le dire, la communauté internationale tout entière, la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, tout le monde était avec nos amis qui savaient faire le lobbying, sauf, je dois dire ici, la France, qui nous avait obtenu d'abord la résolution 1.2.3.4. Pour la première fois, cette résolution va parler en des termes ambigus des forces invitées et des forces non invitées. C'est-à-dire, on demande aux forces non invitées en République démocratique du Congo de se retirer, au lieu de dire agresseurs. Pour la première fois que le président Paul Kagame va reconnaître qu'il était vice-président de la République à Somala, reçu par Nelson Mandela, sortant de l'audience, on lui pose la question, il dit oui, je reconnais que je suis en République démocratique du Congo, mais pour assurer la sécurité de mon pays. On a dit, ça y est. Mais là, comme l'Ouganda et le Rwanda, vous avez tous accepté, maintenant on peut tenir la réunion. C'est la réunion de janvier 1999. À cette réunion-là, il va se poser encore un autre problème, puisque nous allons découvrir que le Burundi aussi avait des troupes sur le territoire congolais. Mais le Burundi a dit, niet, je ne suis pas chez vous. Et à cette réunion-là, finalement, avant de commencer la réunion, les Rwandais et l'Ouganda exigent qu'il faut que les rébellions soient associées à cette réunion. Nous disons niet, la réunion capote, et on revient au mois de février 1999. Finalement, c'est l'actuel président tanzanien, qui était ministre des Affaires étrangères, Jakaya Kikwete, qui va inventer le mécanisme. Il va dire, bon, écoutez, puisque moi-même, je me mets à la place de la délégation congolaise. Mon président Moukapa se met à la place du président Laurent Désiré Kabila. Je n'accepterai pas non plus de discuter avec le fils de mon pays instrumentalisé par des forces d'agression. Et nous devons créer donc un mécanisme qu'on avait appelé mécanisme de proximité. C'est-à-dire comment contacter de façon indirecte les rebelles. Donc nous étions restés entre gouvernements. On a discuté de l'accord, chacun y a apporté de ses amendements. Et on avait demandé donc à un panel de ministres des Affaires étrangères, ce panel conduit par les ministres des Affaires étrangères de la Tanzanie de l'époque, Jakaya Kikwete, d'aller rencontrer je crois, à Botswana, à Gaborone, rencontrer les Wamba Diawamba, la délégation du RCD et tout le monde pour qu'ils apportent leurs amendements sur les documents. Jusque-là, ils étaient tous unis. Ils ont apporté leurs amendements. Mais quand est-ce que nous nous rencontrons pour la première fois et accepter de parler avec les MLC et les RCD? Là, c'était au niveau informel. Voilà. Maintenant, les acteurs nationaux, vous devriez entrer en contact avec eux après le Rwanda et l'Ouganda. Voilà, justement, ça sera à Mwadingouchi, Rome, la salle de conférence de Mwadingouchi, à Lusaka, ça devait être le 23 mai 2000, et 1999, pardon. Et là, je vais voir, je vais sursauter, j'ai failli avoir des problèmes. Je vois Olivier Kamitatou qui entre avec la délégation du MLC. Mais j'écris, mais Olivier, tu es venu te promener ou tu es rebelle, mon cher ami? Tu n'es pas rebelle. Mais il y a un mois, tu étais mon voisin à Mbinza. Olivier, c'était un ami, on se connaît, on avait recréé l'inspection des finances ensemble. Il dit, mais depuis quand tu es devenu rebelle du Vital, je suis rebelle, vous le savez très bien. Mais est-ce que vous pouvez même tirer un revolver? Il dit, voilà, monsieur, comment vous manipulez. Et puis, je regarde plus loin, je découvre d'autres visages. Mais vous aussi, vous êtes rebelle. Alors,
Tous ces blagues-là ont failli me coûter très cher. Et donc, on se retrouve dans cette salle-là. Et nos amis, très arrogants, parce que le terrain était en train de tomber en leur faveur là-bas. Et on va poser la question. C'est Hérodia. Puisque Hérodia, on peut tout lui reprocher. Hein, mais ils les avaient quand même mis en difficulté beaucoup. Hein. Mais en même temps, ils les mettaient en difficulté. En même temps, ils nous mettaient aussi en difficulté. Puisqu'à un moment, il y avait des dérapages. Mais je comprenais la colère du vieux. Et donc, à un moment donné, la colère monte. Et puis finalement, on se calme. Et c'est Mbeki maintenant qui avait pris les choses en main et qui va nous convaincre pour dire, écoutez, on va demander quand même aux Congolais et même de rédiger maintenant cet accord, l'avant-projet. Ça va prendre encore 2 mois. Et c'est quel jour exactement? Nous sommes au mois de juin, le 27 juin. C'est le ministre Tambwe Mwamba qui était du RCD, de la direction politique du RCD, qui va sortir l'idée. Il a dit, moi je pense que si on laisse les Congolais entre eux, sans interférence extérieure, vous nous donnez ces mêmes salles, nous nous enfermons, nous allons sortir là-bas avec l'accord sur le seul point qui restait, c'était le point relatif, 2 points, relatif au dialogue intercongolais. C'est le principe 18 de l'accord de Lusaka, c'est le dialogue intercongolais, et c'est le principe 19, puisqu'il est dit, 19 et 20, il est dit dans ces 3 principes que il sera organisé un dialogue entre les Congolais qui mettra ensemble, outre le gouvernement de la République démocratique du Congo, le MLC, le RCD, la société civile, l'opposition non armée, mettra aussi en contribution, maintenant il y a la naissance des petits mouvements qui commencent. Le RCD KML de Mboussa Nyamwisi, puisqu'il vient de faire défection du RCD, le grand RCD. Il mettra aussi les RCD national et puis les Maï Maï. Et ces chapitres-là, nous allons les rédiger, on va nous demander de nous retirer, Olivier Kamitatou, Azarias Rouberwa et moi-même. Et nous allons les rédiger en 2 heures de temps, et puis il y a Dominique Kankou qui est venu, il s'est joindre à nous, qui accompagnait Olivier Kamitatou. Et avant de rentrer dans la salle, les amis me disent, Vital, si nous rentrons dans la salle telle que nous voyons votre délégation là, vous allez vous rebiffer. Il faut qu'on signe ces documents. Alors je pose la question au vieux Hérodia, vieux, regardez les documents. Et là, il faut qu'on vous dise quelque chose de très important. Quand vous êtes ici à Kinshasa ou à Bukavu ou ailleurs, vous ne savez pas la pression que les gens subissent. Mais à ce moment-là précis, paix à son âme, Wolpi, qui était conseiller de Bill Clinton, vient voir Hérodia, il me voit, il voit notre délégation, il dit, nous voulons la paix en Afrique des Grands Lacs. Ou votre président accepte le dialogue, vous signez l'accord de Lusaka, ou il ne l'accepte pas et ça sera fini. Ah, vous comprenez, ça vient des États-Unis d'Amérique. L'histoire se répète, hein, donc les émissaires viennent toujours vous prévenir avant. Il y a toujours la tempête, hein, il y a toujours un vent qui passe avant. Et alors, donc, j'ai dit à Hérodia, je crois que nous devons sauver le musée contre son propre gré. Moi, je signe. Quand nous rentrons dans la salle, mon Dieu, la colère dans la salle, y compris mon actuel allié Mwenze Kongolo, en colère. Et les gens de l'ANR en colère, ils appellent Mzé, ils disent non, voilà, les gars ici, Caméré, avec son nom à consonance rwandaise, il vient de vendre la République. Voilà, il vient de signer le dialogue et nous devons, Mzé, donc vous là-bas, vous devez parler avec les Rwandais, avec les Roubero, avec les Bizima, vous vous rendez compte, Mzé, on va vous humilier. Quoi? Vous devez parler avec Bemba. Il dit, moi, il dit oui, Caméré vous a mis au même niveau que Bemba, Bizima. Je dis, bah, c'est pas possible. Alors moi, j'avais... Et le général Kaloum était malade ce jour-là. Moi, j'avais un peu de fièvre ce soir, pas à cause de ça. Et puis, à 2 heures du matin, le général Toumba vient me réveiller. Il n'était pas encore général. Il dit, mon cher, on te cherche dans la chambre de vieille Hérodia. J'entre dans la chambre de vieille Hérodia. Je trouve le général Kaloumé. Je trouve l'actuel ministre des Affaires foncières, Mbouinga. Je trouve Inzoun Kakiak, le numéro 2 aujourd'hui de l'ANR. Je trouve Mwenze. Et puis, j'entre. Je vois tout le monde qui me regarde. Je vois Hérodia qui sort, dit bon, moi je vais sortir, je vais chercher un peu de viande de crocodile. Oh, je vois Kaloumé qui me dit mon petit, c'est ça la politique, ça arrive. Et puis je vois, et puis je reste maintenant avec les amis. C'est Mbouinga qui va avoir le courage de me parler. Sur 3 heures du matin maintenant. Il dit mon cher ami, Mzé est en colère. Mzé a dit que tu as trahi la République. Il y a son avion qui vient, qui a déjà décollé de Kinshasa, qui va te prendre à l'aéroport ici à 5 heures du matin pour te ramener à Kinshasa. Ton sort, seul Dieu le connaît. Alors, il faut qu'on témoigne. J'appelle ma femme, je dis, les enfants et vous, ne me posez pas de questions, allez vite dans votre famille. Mettez-vous d'abord à l'abri. Quelque chose de très grave vient d'arriver, mais moi je viens, je ne vais pas fuir. Il y en a qui me conseillent de prendre l'asile, je dis, je rentre à Kinshasa.
nous sommes rentrés à Kinshasa. C'est Yerodia qui va me sauver d'abord à partir de Lusaka. Il dit, vous rappelez ce jeune homme qui a beaucoup travaillé. Si il lui arrive quelque chose, je deviens opposant parce que j'ai donné mon aval. Vous avez dit, bon, venez tous. Nous sommes rentrés. Il y a eu la réunion du Palais des Marbres, hein, vous vous en souvenez, puisqu'avant cette réunion, il y a eu des consultations dans la ville de Kinshasa. Oui. Est-ce que Mouzé doit ou non signer l'accord de Lusaka? Vous tous, vous avez dit, non, Mouzé, on ne peut pas signer l'histoire des agresseurs. Et puis quand je viens au Palais des Marbres, je démontre les pour et les contre, on me chasse, je rentre à la maison. J'ai dit à Mouzé... On vous chasse? Oui, j'ai dit à Mouzé, faites seulement la stratégie inverse. Les Rwandais et les Ougandais sont convaincus, vous connaissant bien, que vous n'allez pas accepter de signer cet accord. Faites seulement l'inverse. Dites que vous allez signer, vous allez voir, ils seront désarçonnés. Et il m'a dit, petit, va te promener. Heureusement, on ne m'avait pas tué. Je suis rentré à la maison. Le lendemain, donc, Mouzé a convoqué tout le monde, direction aéroport, tout le monde, sauf les petits. Moi, je suis resté chez moi. Il monte dans l'avion et Mouzé vient regarder derrière. Il dit, comment? Où est le petit Caméré? Il dit, non, il est resté. Pourquoi? Moi, je ne peux pas partir sans lui. Téléphone de lui. On m'appelle au télécell par le général Etumba. Il dit, mais Mouzé, Azolukayo, Yozawapi. J'ai dit, comment? Le gars a voulu me tuer hier. Il dit, non, viens ici, monsieur Mouzé Alobi Akokendete Sokoyete. Et voilà comment je vais mettre mon safari, puisqu'à l'époque, il fallait s'habiller comme des révolutionnaires. Nous cachions nos vestes, ma chère, et les cravates. Alors, je mets mon safari calmement pour ressembler un peu à la tenue de Mouzé et des autres libérateurs. Oui. Ça, c'est l'hypocrisie que je ne voulais pas partager. On nous fait, vous avez la montre, quand vous vous approchez de Mouzé, vous enlevez la montre, vous mettez dans la poche. Il ne voulait pas des signes de richesse. Donc, voilà. Donc, voilà, nous, on n'était pas habitués comme ça. Il fallait du temps pour s'en habituer. Oui. Et donc, voilà, et quand j'arrive à l'aéroport, je monte dans l'avion, puisque vous avez improvisé entre-temps une inspection de la RVA pour attendre le petit Caméré qui va venir. Et quand je monte dans l'avion, c'est comme Cristiano Ronaldo qui rentre sur le terrain de Bernabéu. Et donc, j'entre dans l'avion et tout le monde me dit, oui, je suis là. Et voilà. Et quand nous sommes dans l'avion, on dit à Mouzé qu'il est déjà là. L'avion, à peine il a décollé, on voit maman Nelly qui vient et dit, Mouzé vous cherche, monsieur. Mouzé Anakuitaji. Or, là-bas, l'appartement de Mouzé devant l'avion, personne n'arrivait là-bas. Hein. Sauf quand il vous appelle lui-même. Alors, tout le monde me dit, je vois tous les ministres d'État qui me regardent là, un peu jaloux. Hein. Alors, je vais, je trouve Mouzé. Il dit, mon petit, dis-moi un peu, ta stratégie là, c'est comment? Je lui explique. Il me dit, ah bon, tu es sûr? Il dit oui. Et j'en profite pour lui raconter quelques blagues. Et puis tout le monde là derrière, attends, c'est Mouzé en train de rire à mort. Et quand je rentre, il me dit, mais qu'est-ce que tu disais? Je me dis, non, ça sont des affaires d'État, mes chers amis. Arrivons d'abord sur place. On arrive dans la salle Mwadingusha, le président Chiluba sort le projet de l'accord de Lusaka, il le distribue à tous les chefs d'État. Et il pose la question, est-ce que tous les chefs d'État, un à un, peuvent faire la déclaration qu'ils acceptent de signer cet accord qu'ils ont déjà lu et leurs experts l'ont déjà corrigé? Mouzé dit oui, il met les deux mains à l'air. Moi, je le signe à 1000%. Ah! Alors, on regarde maintenant les Rwandais. Et vous? On regarde les Ougandais et vous? Ils disent non, nous demandons une pause, nous devons nous concerter. Vous avez dit, mon petit, ça y est, ta stratégie commence à marcher. La pause a pris 4 heures du temps. Vous pouvez poser la question à Olivier Kamitatou. Le résultat, c'est quoi? Quand ils reviennent dans la salle, nous sommes le 10 juillet 1999. Le président de l'Ouganda dit, voilà, nous allons signer, mon collègue et moi, mais les MLC et les RCD ne vont pas signer. Vous vous rendez compte? Donc, la politique est de faire au fait. Et les RCD, les MLC va le signer le 31 juillet et le RCD va le signer le 30 août 1999. Voilà un accord avec 3 dates de signature, d'où la complication de son application. Alors je me pose la question, mais pourquoi le président ougandais dit que nous allons signer, mais le RCD et le MLC ne vont pas signer? Pour quelle raison? Parce qu'il ne comprenait pas les vraies intentions de Mouzé, puisque connaissant le monsieur là, il devait refuser cet accord. Sûrement qu'ils se sont dit qu'il avait une idée derrière. Il a décelé quelque chose de bien dans cet accord. Or, il ne voulait pas qu'il y ait quelque chose de bien pour la République démocratique du Congo. Voilà là où votre humble serviteur commence à devenir l'enfant de Mouzé. Puisque jusque-là, Mouzé ne m'avait pas encore nommé commissaire général. Je n'étais que chef de la délégation des experts, pas des ministres, des experts. Nos chefs, c'était Yerodia, c'était Jean-Charles Lokoto, c'était Yerodia, c'était Mwenze Kongolo, c'était Kalume Numbi
Et puis plus tard, Kitundu est venu après la signature. Donc, moi, je n'étais pas ministre, je n'étais pas membre du gouvernement. Mais la question se pose quand même. Est-ce que tout ce qui avait été stipulé dans cet accord avait été respecté? Non, pas du tout, puisque l'accord de Lusaka nous colle à la peau jusqu'aujourd'hui. Cet accord, il est dit dans cet accord qu'à l'issue du dialogue politique intercongolais, il sera mis en place une armée républicaine restructurée et intégrée. Des termes compliqués. Puisque nous voulions de la restructuration de l'armée. Les MLC et l'RCD voulaient intégrer l'armée. Nous avons dit non. Ça va être comme le mixage qu'on avait fait avec les CNDP plus tard. Ce sont des choses que nous avions refusées à l'époque. Donc nous avions dit il faut la restructuration de l'armée. Séparer le bon gré des livrés. Ceux qui ont vocation de faire l'armée vont rester dans l'armée. Ceux qui ne remplissent pas les critères, ils vont être orientés dans les services nationaux ou ailleurs dans les écoles professionnelles. Alors on a pris les deux mots. Une armée nationale restructurée et intégrée. Ça, c'est les Congolais très forts dans la sémantique. Dans l'accord de Lusaka, il est prévu, comme vous le savez, il y avait la commission vérité et réconciliation. Donc les pécheurs devaient reconnaître leurs fautes publiquement. Et les gens qui étaient victimes de ces fautes-là devaient leur accorder pardon. À l'image de l'Afrique du Sud, ça n'a jamais été fait. Les gens vivent toujours avec les récriminations, les ressentiments. Et donc nous disons, il y a beaucoup de choses dans l'accord de Lusaka. Il avait été prévu non seulement les retraits des troupes rwandaises et ougandaises, mais aussi l'éradication des ex-FAR Interamwe et tous les groupes armés qui sont venus de l'Ouganda. Mais cette partie de l'accord a connu des hauts et des bas, puisque la question qu'on s'est toujours posée, à qui profite la présence des ex-FAR Interamwe, des ADF Nalu et de la LRA sur le territoire congolais? Ce n'est pas une question trop compliquée, puisque si nous avions pris le taureau par les cornes, en disant qu'à l'issue du dialogue, la priorité, comme l'Angola l'avait fait, vous oubliez que l'Angola avait fait une année aussi de l'accord de Lusaka, à Luanda, à Lusaka aussi, et ils ont laissé beaucoup de petits là-bas des rejetons. Heureusement, notre délégation, jusqu'à présent, j'essaie de mener l'enquête, il n'y a aucun membre de la délégation qui a laissé un enfant à Lusaka. Jusque-là. Jusque-là, il faut qu'on mène les enquêtes, et je suis chargé de le faire. Moralement, je voudrais dire. Et donc, nous disons, si on avait fait, comme l'Angola l'avait fait, dire, ignorons d'abord autre priorité, privilégions d'abord l'armée, la sentinelle de nos richesses, la sentinelle de nos populations, de notre territoire. Je crois qu'on allait ce jour parler notre langage. On ne l'a pas fait. Vous vous rendez compte que c'est à 1999 que nous signons l'accord de Lusaka. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à parler de la réforme de l'armée, des services de sécurité. Ce n'est pas normal. C'est à 1999 que nous signons l'accord de Lusaka en vue de la réconciliation nationale. Jusqu'à aujourd'hui, l'accord 4 d'Addis Abeba et la résolution 2098 continuent à parler de la réconciliation nationale. C'est inacceptable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous n'allez pas me dire que ce sont les Rwandais et les Ougandais qui nous ont empêchés, nous, la République démocratique du Congo, de mettre en place une armée républicaine. C'est là toute la question. Alors, M. Kamere, à quel moment Mouzé a jugé, bon, que non, voilà, après tout ce que vous avez fait, voilà, je vous confie la responsabilité de continuer avec des négociations? Oui, nous avons signé l'accord de Lusaka, comme vous le savez très bien, le 10 juillet 1999, le 31 juillet et le 30 août. Et quand nous commençons l'application de cet accord, et quand j'ai fait mon émission avec Willy Kalenga, comme je l'avais dit tout à l'heure, Mouzé va me découvrir et il va me confier, puisqu'à l'issue de la signature de l'accord de Lusaka, il faut le savoir, il y a eu d'abord la première résolution qui a institué la mission des Nations Unies, les casques bleus au Congo. Et puis il y a eu la résolution des Nations Unies qui a consacré les SOFA, c'est-à-dire l'accord cadre de collaboration entre la MONUC et la République démocratique du Congo. Et donc Mouzé va mettre en place un commissariat général du gouvernement chargé des relations avec la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, et on va nommer le professeur Touaremba comme commissaire général avec 3 adjoints. Il y avait le fait Vangu Mambweni, qui était chargé de toutes les questions qui étaient liées à la diplomatie stricto sensu. Et puis il y avait le professeur Moupapa, qui avait toutes les questions de la logistique. Et puis il y avait moi-même, j'étais chargé de tout ce qu'il y avait comme réconciliation, tout ce qui était comme rapport avec le Conseil de sécurité. Et c'est comme ça que je me retrouvais tout le temps parti. Voilà comment je me suis retrouvé. Et après Lusaka, il y a eu un autre événement, parce que nous nous sommes rendus compte qu'après Lusaka, on a perdu quand même Mouliro.
On a perdu la ville de Badolité, on a perdu beaucoup de coins après Lusaka. On s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que nous devons faire? On devait maintenant élaborer un plan de désengagement. Ce plan de désengagement de Kampala qui avait 4 zones. Il y avait 2 zones à l'équateur, il y avait dans l'équateur 2 zones, au Kasaï, il y avait à Kabinda, et puis au Katanga, à Kabalo. Et ces points-là devaient accueillir, c'est-à-dire là où les Zimbabwéens, les Namibiens et les Angolais et les FAC, nos forces armées de la République démocratique du Congo, étaient en contact avec les forces ennemies, nous devrions tous nous déporter à l'arrière de 15 km pour qu'il y ait une zone tampon de 30 km où devaient se déployer les casques bleus. De telle sorte qu'on puisse rendre la reprise des affrontements impossible. Et à ce moment-là, nous avons adopté ce plan de désengagement le 8 avril 2000 à Kampala. Et nous croyons que c'était fini. Un mois après, les armées du Rwanda et de l'Ouganda vont s'affronter dans la ville martyre de Kisangani. Et nous allons avoir la résolution 1304 qui parle de la démilitarisation de la ville de Kisangani. Mais après ça, ça continue. Finalement, le président Mbeki excédé, il a dit, bon, nous allons voir une nouvelle expérience. On va séparer les rebelles des gouvernements. Et c'est comme ça qu'il va initier le processus de Maputo, le 14 octobre 2000. Et on va avoir la première réunion. Il y a cette réunion-là, on était avec le chef d'état-major général du Rwanda, Kayumba, le chef d'état-major de l'Ouganda, Kazini, le chef d'état-major du Congo. À ce moment-là, ça devait être Louecha, mais je crois que celui qui avait joué le rôle à ce moment-là, c'était le général Kaloumé, que nous allons élaborer avec le général Etumba ce qu'on va appeler le plan A et le plan B, des retraits de troupes rwandaises et d'éradication des groupes armés. Mais le 27 novembre, à la Réunion, on devait adopter ce plan. Il va y avoir un couac entre Mzee Laurent Désiré Kabila et ses amis. Qu'est-ce qui se passe? Nous partons tous de Lubumbashi dans l'avion de Mzee et l'avion Air Katanga. Tout le monde, bien sûr, voulait être à côté du chef. Tout le monde est dans l'avion de Mzee. Bon, nous avons préféré Kikaya et moi rester dans l'avion Air Katanga. Et même Katumba était resté dans Air Katanga. On descend à Maputo. Une forte délégation qui Kabin Karubi, Katumba, Okitundu, Mwenze Kongolo, Kalume Numbi, il y avait beaucoup de gens. Et Chamuleso, et Mzee va dire, écoutez, ici au sommet, on a dit qu'il n'y a que des accompagnateurs par chef d'État. Monsieur, à partir de maintenant, notez que je viens d'oublier l'anglais, je ne parle plus anglais. C'est toi, Katumba, qui sera maintenant mon traducteur officiel dans cette réunion-là. Moi, je ne parlerai plus anglais. C'est fini pour ne pas faire plaisir à ces gens qui nous ont agressés. Ils entrent dans la salle. 15 minutes après, je vois Moïse Congolo qui vient dire, non, Mzee vous cherche. J'entre dans la salle, Mzee se retourne vers moi, il dit, mon petit, apprêtez-vous à parler, vous allez prendre ma place. Vous allez être le président de la RDC pendant quelques minutes. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et puis à un moment donné, Mzee demande la parole à Mbeki, qui présidait la réunion, devant Chissano. Il y avait aussi le président du Zimbabwe, il y avait le président de la Namibie, le président angolais était représenté, mais il y avait Kamel Morjane, qui était le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies. Et puis Mzee prend la parole, il dit, bon écoutez, j'ai un expert. Il parlait français. Et il me parle en français, et puis on traduit, il y avait des écouteurs. Il dit, j'ai un expert ici en matière de Grand Lac, mon petit ici va prendre la parole, il va vous expliquer, moi je suis fatigué de vous parler, je suis énervé par la présence des gens que je vois ici. Alors je vais lui laisser ma place. Alors le président Mbeki a dit, non, monsieur le président, ça va s'appeler un coup d'État. Il a blagué un peu. Vous gardez votre place, nous allons demander gentiment au représentant spécial secrétaire des Nations Unies de laisser sa place à M. Kamere pendant 15 minutes qu'il nous explique. Donc, Radio Okapi, sachez très bien que j'ai exercé ces fonctions-là pendant quelques minutes. Je me suis mis dans le fauteuil du représentant spécial secrétaire des Nations Unies. Voilà. Et j'ai expliqué pendant 15 minutes la problématique de l'insécurité dans la région des Grands Lacs, pour montrer que chaque fois, depuis les nuits des temps, quand il y a des troubles au Rwanda, en Ouganda, au Burundi, le déversoir, c'est la République démocratique du Congo. C'est nous qui payons les frais. C'est depuis la colonie. Et donc, si nous devons résoudre ces problèmes, nous devons remonter à la nuit des temps pour savoir comment les gens se sont comportés et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette question. Les Interahamwe et les ex-FARC ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Les Nalou, la LRA, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Ougandais. Les FNL ne sont pas des Congolais, ce sont des Burundais. Et Mzee va prendre la parole, et là, ça va être l'incident diplomatique. Et je crois que c'était le jour de la signature de son arrêt de mort. Et Mzee va dire,
Vous avez bien suivi, les Interahamwe ne sont pas des Congolais. Les Interahamwe, ce sont des Rwandais et leur chef numéro 1, et c'est l'Interahamwe numéro 1, c'est lui-là, Paul Kagame qui est là. Alors, le temps qu'on traduise, le président Kagame a tout suivi. Il s'est mis debout, il a regardé Mzee. Et Mazimpaka, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était avec lui, et James Kabaré, chef d'état-major général, se sont mis debout, ils ont quitté la salle. Et il a ajouté. Et l'autre, qui ne respecte pas, c'est l'autre petit vieux là, qui est aussi là, le président de l'Ouganda. Le temps qu'on traduise, et le président de l'Ouganda a suivi, tiens, lui aussi se met debout. Et l'actuel Premier ministre, qui était ministre de la Défense et son ministre des Affaires étrangères, se sont mis debout, ils sont sortis de la salle. Et Mbeki va dire, la réunion est terminée, faute de combattants dans l'autre camp, puisque nous étions restés maintenant entre nous-mêmes et les Nations Unies. Et nous nous mettons debout, le président Mbeki qui pose la question à Mzee. Il dit, Mzee, c'est petit, c'est lui ton dauphin ou quoi? Comment ces petits peuvent venir s'asseoir à ta place? Non, le petit, ici, il est bien, je l'aime bien. On monte dans la chambre, c'est là que j'ai senti l'inquiétude. Quand la mort revient, on le sent. Nous entrons dans la salle et Toumba, bon, il a l'obligation de réserve, c'était militaire, mais il se souviendra, Tchamoulé peut se souvenir, Hérodia, Okitundu, les Kikaya, Binkarou, tout le monde, quand Mzee a dit, qui garde nos avions à l'aéroport? On lui dit, c'est Charles d'Escrivère. Non, monsieur, il faut bien garder, ces gens vont me tuer. Maintenant, au retour, c'est là le spectacle. Mzee décide qu'on rentre le même jour. C'était le jour de son anniversaire, nous on ne savait pas. Nous montons, maintenant, il faut monter dans l'avion. Notre avion, au départ, n'avait que 4 passagers. Au retour, tous les passagers étaient dans l'autre avion. Pourquoi? Parce que tout le monde craignait qu'une roquette, comme aux accords d'Arusha, ne puisse percuter l'avion de Mzee et ne pas mourir avec Mzee. Et donc, voilà comment les choses se passent. Et quand on atterrit à Lubumbashi, et tard la nuit, on cherche où aller acheter un morceau de viande dans les communes de Kamalondo et autres. Mzee nous rappelle, quand au moment qu'il nous dit non, Mzee nous rappelle, nous nous retrouvons autour de Mzee. Il ne disait rien. Il mangeait, il avait les maniocs, et je crois les arachides. Il ne disait rien. Et puis il dit, mais est-ce que j'ai mal parlé? On a commencé à parler jusqu'au matin. J'ai senti qu'il y avait... Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Il y avait 2 camps qui se sont dessinés. On doit attaquer Puerto. Et moi, j'ai dit non, on doit privilégier la voie diplomatique. On doit signer le 3 décembre, le sous-plan des engagements de Harare. Mzee, comme les 2 camps se disputaient, il dit, bon, faites-moi venir Olenga et Luecha. Ils étaient à Kinshasa, ils nous ont rejoints. Il dit, Kamere, Olenga, Luecha et Tumba, direction Harare. Vous allez signer, comme Kamere adore les histoires diplomatiques, vous allez signer vos histoires là-bas. Allez, Joseph, Liwanga, Numbi et les autres, direction Puerto. Allez, vous devez aller me prendre Puerto. Nous avons signé à 11h, à 15h, nous étions à Johannesburg en route pour Lubumbashi. Mzee nous appelle. Il dit, mes petits, j'ai été poignardé dans le dos. Puerto, nous avons été défenestrés. Donc on a perdu et les matériels, et il a ajouté le fiston est introuvable. C'est-à-dire Joseph Kabila porté disparu. C'est 2 jours après qu'on va les retrouver. Et quand nous revenons, Mzee va nous envoyer au Kitun de moi d'aller au Conseil de sécurité, d'aller accepter tout ce qu'il refusait avant. C'est comme ça qu'on a eu la résolution 13, je crois, 41, qui porte entérinement des sous-plans de désengagement de Harare le 22 février 2000. Ça a été adopté le 14 décembre, mais rendu public le 22 février 2001, après la mort de Mzee. Et donc, au retour, nous rentrons à Kinshasa, et quelques jours après, le 16 janvier, Mzee est assassiné dans son bureau de travail. Quelle détresse! Quelle perte pour la République. Donc vous voyez d'où nous venons et quel désastre nous avons connu. Donc ça, c'est un moment très important qui nécessite quand même une grande pause avant de parler de la suite. Voilà. Et c'est par ici d'ailleurs que nous allons arrêter cette partie de l'émission. Je sais que les auditeurs qui nous suivent ont envie de savoir ce qui va se passer après, mais je crois qu'Étienne, ce serait mieux de leur fixer rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, à la même heure. Voilà. On va remercier notre invité. Merci, je serai disponible la semaine prochaine, à la même heure, et avec plaisir, nous allons dire la vérité au peuple congolais. Je crois que les gens font la différence entre conter l'histoire et falsifier l'histoire. Voilà. Je suis en train de conter l'histoire. Si dans ce que j'ai dit, il y a quelques acteurs qui se sont sentis offusqués, ou s'il y a eu des petits secrets qui jugent de façon erronée des secrets d'État, vous savez, les secrets finissent toujours par se connaître. Donc, je crois que nous devons écrire l'histoire et dire à notre pays ce qui s'est passé. Comme ça, on peut comprendre les difficultés que nous éprouvions quand nous négocions. Puisque c'est très facile de critiquer, mais il faut le faire. Pour être à la place des autres. Merci. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui veulent nous écrire, vous pouvez juste nous envoyer un SMS au 081 294 65 02.